Nous évoquons pour vous dans le monde en 7 de ce samedi 25 janvier 2020 la loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso. Elle a été adoptée mardi à l'unanimité par le Parlement, le lendemain de l'attaque qui a fait 36 morts au nord du Burkina Faso lundi. Et l'actualité politique togolaise également force notre attention avec le rêve brisé du Conseil épiscopal Justice et Paix. Togo, sa requête pour l'observation de la présidentielle de cette année a été refusée par le ministre de l'administration territoriale pour différentes raisons, dont des positions jugées partisanes par l'autorité sur la situation politique que le pays a connue en août 2017 et évoqué en dernier sujet le recours en invalidation de la candidature de l'actuel chef de l'État, Fornia Singbe. Le recours est introduit selon Jean-Pierre Fabre en début de cette semaine auprès de la Cour constitutionnelle. Quelle suite la Cour va-t-elle réserver à la requête du président de l'Alliance nationale pour le changement et candidat d'ailleurs à la présidentielle de 2020 ? Nous posons les débats dans le monde en 7. Mais avant de venir à l'actualité politique togolaise, nous ferons un break en Angola où Isabelle Dos Santos est mise en examen pour mauvaise gestion et détournement par la justice angolaise. C'est dans le cadre d'une enquête lancée en mars 2018 sur sa gestion lorsqu'elle dirigeait la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Des accusations rejetées en bloc par la concernée. Ces révélations interviennent dans un contexte de forte tension entre les Dos Santos, ancienne famille dirigeante en Angola, et le nouvel homme fort du pays, Joao Lourenço. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue, bonjour à tous dans le monde en 7. Nous recevons pour votre dose d'analyse politique deux invités, Constant Lemou. Bonjour et bienvenue dans le monde en 7. Bonjour Gilson. Vous, je ne maîtrise pas tellement. Helmut Pinto. Exactement. Bonjour donc Helmut Pinto et je salue tous les techniciens, journalistes de Niveau d'Info ainsi que l'audience, tous ceux qui consacrent de leur temps pour nous suivre et partager notre analyse. Merci beaucoup. Je précise que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CJT au Togo et nous recevons également sur ce plateau Gilson Parcours. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Mes voeux de bonne année, puisque c'est la première fois que nous retrouvons ici à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui vont suivre IOTV durant l'année, espérant que cette année sera meilleure, une année pleine de bonheur, une année pleine d'épanouissement, de sincérité et de recherche du bien commun. Amen. Alors, vous êtes notre consultant, analyste politique sur ce plateau. Et on commence avec le Burkina où, comme je le disais, 36 civils ont été tués lundi lors d'une attaque contre des villages au nord du pays. Derrière, il est adopté mardi une loi sur le recrutement de volontaires pour lutter contre les groupes djihadistes dont les actions sont de plus en plus meurtrières et fréquentes. Une formation d'espions en règle au Burkina Faso au sein de la population, visiblement. Ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali, au Niger, continue pas à nous émouvoir, continue pas à interroger la capacité de solidarité et de réactivité des peuples africains. L'histoire de nos peuples montre à quel point, par le passé, il y avait une spontanéité d'entraide, de réactivité de nos peuples. Nous n'allons pas continuer par nous incliner devant la mémoire de nos amis, de nos frères et sœurs du Burkina qui meurent chaque jour. Le gouvernement burkinabé vient d'appeler la population civile à contribution. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais au-delà de ça, je voudrais, en tant que citoyen ouest-africain, que nos dirigeants sonnent l'alerte sous-régionale. Ce qui se passe au Burkina nous concerne tous. Il nous faut une mobilisation maximale, que ce soit au Togo, au Ghana, un peu partout dans la sous-région. Sinon, d'ici là, le risque que les petites portions qui restent soient aussi attaquées. La décision qui a été prise au Burkina d'impliquer de manière plus forte et plus présente les civils dans la lutte contre ces forces destructives a été critiquée par certaines personnes, mais c'est pour faire comprendre à chacun des citoyens burkinabés que le risque est à la porte de tout et chacun. Et que ce soit le chef de l'État ou le citoyen lambda, il est aujourd'hui sacré. Il est aujourd'hui, il a la possibilité qu'il soit atteint
Mais une fois encore, je dis, il est important que la mobilisation soit sous-régionale. Nous devons nous convaincre de la nécessité de nous mobiliser ensemble, de Lomé à Abuja, d'Abidjan à Dakar, un peu partout, pour mettre fin à ces forces destructives. Sinon, notre avenir en dépend. Alors, c'est vrai que vous parlez de mobilisation sous-régionale, mais précisément au Burkina Faso, où on veut impliquer la population. C'est vrai qu'il y a d'abord les forces de l'ordre et il y a d'abord les services de renseignement, naturellement. Et aujourd'hui, vouloir impliquer ces populations, c'est vrai qu'ils ont parlé également de formation militaire et que ces civils seront armés, seront recrutés, formés, mais ne serait-ce pas à mettre la vie de ces civils en danger quand on sait qu'il y a d'abord déjà des forces de l'ordre et des services de renseignement au sein de la population. Est-ce que la vie des civils n'est pas déjà en danger? Les gens qui vont à l'église, les gens qui vont à l'école, les gens qui vont au marché et qui sont tués au quotidien et par milliers, les gens qui sont à la maison la nuit, dans leur propre maison et qui sont attaqués. Je dis, il n'y a pas mille solutions. Il faut faire aujourd'hui de chaque Burkinabé ou de chaque résident Burkina Faso un défenseur du territoire national. C'est ça. Et lorsque l'ennemi sait, c'est vrai que dans cette population, il y a également des gens qui jouent le jeu. Mais lorsque l'ennemi sait que chacun est armé et que chacun est capable de se défendre, on ne peut plus attaquer si sauvagement des gens. Vous imaginez des gens qui sont à l'église en train de prier et qu'on vient les attaquer. Vous imaginez des vieilles, des enfants qui sont quelque part au marché et on vient les égorger. Ah non. Ah non. Il faut impliquer de manière la plus rude possible chaque citoyen de la chose dans cette lutte-là. Et je crois que, même si ce n'est pas la décision la plus... la plus pointillée, mais c'est une des décisions qui, aujourd'hui, qui tend à un certain équilibre. Un certain équilibre, un début d'équilibre dans les rapports et qui fait en sorte qu'on sait qu'aujourd'hui, chacun peut commencer par se défendre. Alors, M. Constant Lemou, quand on sait le rôle que vous jouez aujourd'hui avec votre organisation dans la gestion de la jeunesse au Togo, la jeunesse burkinabé sera impliquée dans cette initiative où les volontaires locaux sont appelés aujourd'hui à intervenir, sinon à s'impliquer davantage d'une manière plus pointue dans la lutte contre les djihadistes. Est-ce que cette initiative, elle est bienvenue pour la jeunesse précisément? Merci, M. Pinto. Vous avez bien fait de rappeler le rôle que le collectif des jeunes pour le développement CJD joue au sein de la jeunesse. Et l'objectif ou le rôle, c'est d'amener les jeunes à cultiver la paix partout sur le territoire togolais, éviter au maximum les risques de conflit entre les jeunes et éviter au maximum d'abriter des personnes suspectes ou du moins informer les forces de l'ordre sur quelques personnes suspectes rencontrées dans sa zone de vie. Concernant le Burkina Faso, c'est vrai, le Burkina est dans la logique de guerre aujourd'hui. Même si ce n'est pas une guerre entre États, le Burkina Faso, par rapport au nombre d'attaques, par rapport au nombre de victimes, 570, au moins depuis 2015, 570 morts burkinabés suite aux différentes attaques djihadistes. Le Burkina Faso se trouve être dans une logique de guerre et il y a lieu de mobiliser toutes les ressources humaines susceptibles de contribuer à endiguer ces attaques-là. C'est très important et d'abord, on a procédé au renforcement de l'arsenal juridique par la loi, le vote de la loi, l'unanimité à l'Assemblée nationale permettant le recrutement des jeunes, leur formation en 2 semaines, leur équipement en armes légères et surtout les préparer à défendre leur communauté en cas d'attaque en attendant que les forces de l'ordre, les forces de défense interviennent et protègent les zones éventuellement attaquées. Je disais bien, c'est une situation de guerre et partout où, par l'histoire, nous savons que lorsqu'il y a guerre, eh bien, c'est la mobilisation
Même la guerre ne concerne pas seulement ceux qui sont enrôlés, les professionnels de l'armée, mais c'est tout le monde qui est appelé. Et surtout, on appelle d'abord les réservistes. Quand nous appelons réservistes ceux qui sont à la retraite, ceux qui ont fini leur carrière militaire, mais on leur demande à ceux qui peuvent tenir physiquement de reprendre leurs armes, mais aussi les jeunes susceptibles de participer au combat contre l'ennemi, eh bien, on les mobilise. Je pense que c'est dans cette logique que se trouve le Burkina. Et au Togo, si je me permets, à la veille de la célébration de l'indépendance l'an dernier, le chef de l'État avait déjà, dans son discours sur la santé de la nation, rappelé la nécessité de prendre des mesures, de renforcer l'arsenal juridique pour permettre aux forces de l'ordre de faire mieux son travail, parce que effectivement la paix est menacée dans la sous-région et chaque pays doit prendre des dispositions. Le cas burkinabé, franchement, ça embête parce que il a suffi que Blaise Compaoré soit chassé du pouvoir, Diendéré soit mis aux arrêts, et ça rentre de partout. Les attaques, c'est de partout. Alors que sous le régime de Blaise Compaoré, je ne le célèbre pas, avec Diendéré et tous ceux qui tenaient la nation burkinabé, eh bien, nous n'avions pas de ces histoires. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le président Kaboré de faire un clin d'œil à ces hommes qui ont maîtrisé ou bien qui ont contenu les djihadistes hors des frontières burkinabées jusqu'à leur départ du pouvoir? Est-ce qu'ils n'ont plus un rôle à jouer, ne serait-ce que pour contribuer à préserver la paix et la sécurité au Burkina? Il revient aux décideurs burkinabés de regarder un peu partout autour de réunir toutes les possibilités de contenir les attaques des djihadistes. C'est très important, sinon, eh bien, le Togo n'est pas épargné. Je veux parler de la sous-région ouest-africaine. Nous sommes tous menacés. Il faudrait que toutes les compétences, toutes les intelligences susceptibles de contribuer à lutter contre ces forces de mal soient mises à contribution, si je me permets la répétition. Oui, vous parliez tantôt de la mobilisation sous-régionale, et c'est le Niger, le Nigeria, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin même, qui sont aujourd'hui impliqués, qui devraient s'impliquer selon vous, et cela devrait peut-être passer par des décisions également au niveau de la CEDEAO. Oui, je ne sens pas cette mobilisation au niveau de la CEDEAO. Vous savez, la communauté d'États d'Afrique de l'Ouest que nous souhaitons, nous ne la voulons pas une communauté des chefs d'État. Nous la voulons une communauté des peuples ouest-africains. Et il faut que... Ça fait des années, plus d'une trentaine d'années que cette institution existe. Mais elle n'arrive pas à transcender la personne de ceux qui dirigent chacun des pays qui composent cette institution, qui composent les pays, les pays qui composent cette institution. Et je pense qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il n'est pas question de cibler les pays. Il est question que la CEDEAO, en tant que famille sous-régionale, engage chacun des pays dans cette lutte collective. Comme je l'ai dit et comme l'a dit M. Lemou, nous sommes tous menacés. Vous savez, nous avons les frontières les plus poreuses possibles. Nous avons des peuples qui s'étendent sur plusieurs pays. Oui. La similitude physique entre les individus n'est plus à démontrer. On peut me dire que quand on voit le Togolais et quand on voit le Burkinabé, on peut faire la différence. Non, nos peuples sont les mêmes. Les premiers critères visuels de détection de personnes suspectes sur les traits physiques sont des traits plutôt communs à nos peuples. Dans ces conditions, il est important que la responsabilité de tous les pays soit engagée. Nous sommes 15 États au niveau de la CEDEAO. Nous ne nous sentons pas, en tant qu'individus et en tant que citoyens de la sous-région, nous ne sentons pas cette implication. Les discours sont là, les décisions sont là. Mais de manière concrète, de manière réelle, je dis que les États tâtonnent encore. Et aujourd'hui, on parle du Burkina, on parle du Niger. Avant-hier,
au niveau du Niger, ce n'était pas assez frappant. Mais on a vu comment ça s'est passé la dernière fois. On parlait du Mali, on parle du Burkina, on parle du Niger. Mais le Bénin, c'est entre le Niger et le Burkina. Le Togo, ça souffle sur le Burkina. C'est très facile. Je dis, il nous faut, au lieu que nous perdions le temps, au lieu que nous cherchions le secours ailleurs, nous avons les solutions les plus efficaces, les plus idoines. Et les responsables de nos pays qui se sentent interpellés et qui agissent, ils agissent efficacement. Il ne faut pas qu'ils attendent que leur pouvoir individuel soit menacé pour chercher à agir. Et bon, avant de conclure, je voudrais revenir sur la dernière interrogation l'intervention de M. Lemou. C'est vrai que la question d'effritement de la sécurité, la question de sécurité au Burkina est née après la tombée du régime de Blaise Compaoré. Mais ça doit nous interpeller. Sur quel point? Lorsque il nous est confié, ou lorsque nous nous confions la gestion de nos pays, nous devons faire effort de ne pas les personnaliser. Nous devons comprendre que c'est un patrimoine commun. Et la gestion doit être pour tous, avec moi ou sans moi. Pour que demain, parce qu'on pouvait décéder, Djendéré pouvait décéder. Alors, si c'était le cas, on ne peut pas les ressusciter pour les faire venir. Ça signifie que si avec eux, le pays n'a pas connu cette situation et que le pays en connaît aujourd'hui, ça signifie que le Burkina est un pays, mais n'est pas un État. Dépendait plutôt des hommes politiques. Non. La sécurité dépendait de ces deux hommes politiques. Si nos pays sont des pays-États et que les structures qui fondent l'État existent, la machine va prendre. Le système de vigilance qu'on déclenche en France, moi, je ne sais pas qui, je ne sais pas si ce serait président, mais je sais que pour la première fois, c'était sur Mitterrand. Mais il arrive, au temps de Sarkozy, ça a été déclenché. C'est-à-dire, c'est des mécanismes que nos États ne sont plus jeunes. Ça fait longtemps, depuis 1960, ça fait longtemps. Il faut faire en sorte que nos pays soient des États avec des institutions, avec des organes, avec des mécanismes qui vont au-delà des individus qui, à un moment donné, incarnent l'État, pour que ce soit avec moi ou sans moi, un quart de main, ça puisse avancer. C'est la première réflexion à laquelle cela m'amène. Avant que nous puissions savoir maintenant, comme il a dit, faire un clin d'œil à ceux-là. Est-ce que c'est ça la situation? Si c'est le prix à payer, je ne crois pas que c'est ça qu'il y a problème. Si c'est le prix pour que le Burkina, pour que le Mali, pour que la sous-région retrouve cette stabilité, puisse se donner une quiétude sécuritaire et se consacrer sur les questions de développement interne, sur les questions de suivi des peuples, nous sommes tous partants. Mais la leçon à retenir, tâchons de construire les fondamentaux d'un État, indépendamment de notre personne, indépendamment de la suivi de nos pouvoirs, pour que, avant nous, après nous, le pays puisse exister et vivre tranquillement. Même avec la réflexion de M. Gilson, la lutte contre le terrorisme n'est pas évidente. Rayer le problème, même avec les locaux volontaires qu'on voudrait impliquer maintenant, même avec les décisions sous-régionales, la lutte contre le djihadisme est un peu plus délicate. Oui, si vous permettez, je vais un peu réagir à la conclusion de Gilson. Je suis parfaitement d'accord que quand on a la responsabilité de conduire les affaires de l'État, il faut le faire avec tout le monde, de sorte que même après nous, que le pays puisse vivre normalement. Il interpelle indirectement les nouveaux dirigeants à composer avec ceux qui n'ont plus les mains sur le pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire? L'ancien régime, ou du moins les tenants de l'ancien régime sont partis, mais je me demande si les nouveaux se sont posé la question comment les anciens ont maintenu la sécurité au Burkina jusqu'à ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils ont maintenu ce qui est bon? Est-ce qu'ils ont conservé ce que Blaise Compaoré faisait de bien et qui préservait la paix au Burkina Faso? Est-ce que la sécurité devrait forcément dépendre
des anciens dirigeants? Pas nécessairement. Je parle de dispositif. Le dispositif mis en place par l'ancien régime. Est-ce que ce dispositif a été conservé, préservé, ou il a été tout simplement disloqué parce que c'est l'ancien régime qui l'avait mis en place? Alors, s'il a été disloqué, oui, nous avons la conséquence immédiate. C'est ça le problème. Au même moment, les djihadistes ils connaissent des mutations dans leur stratégie et tout le reste. Donc, des politiques également devraient s'adapter. Bien sûr. Chez nous, dans la tradition, on dit quand le lièvre, pendant la chasse, puisque nous sommes dans la période d'ailleurs, quand le lièvre change de course, on change de massue à utiliser. C'est normal. Mais les nouveaux dirigeants burkinabés n'ont pas compris le jeu. Ils ne se sont pas posé la question comment l'ancien régime contenait les mouvements djihadistes, puisqu'ils existaient même au temps de Blaise Compaoré. Ils existaient. Mais Blaise Compaoré avait un dispositif en place qui les contenait. Les nouveaux dirigeants ont-ils appris et maintenu ce que Blaise Compaoré faisait? Non. Ils ont plutôt disloqué le système sécuritaire qui protégeait le Burkina Faso. On dit aussi que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais s'il faut détruire l'ancienne corde, à partir de quoi on va tisser la nouvelle? Aujourd'hui, le Burkina est entièrement exposé. C'est pourquoi je disais tantôt, est-ce qu'il ne faut pas faire un clin d'œil à ceux qui savaient comment contenir les djihadistes, participer à la lutte contre ces mouvements malfaiteurs? Vous avez su le retour du général au Mali. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir, non. C'est pour contribuer à lutter contre les djihadistes. C'est tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'on se contente de dire ce que l'autre fait, tout est négatif, je dis c'est de la mauvaise politique. Nous allons voir ça même tout à l'heure avec l'Angola. Oui, est-ce que l'alternance dans notre pays nous permet de continuer à vivre tranquillement ou bien l'alternance est un danger? Ça pose problème. Non, mais... Maintenant, concernant le problème djihadiste lui-même, oui, cette nébuleuse, aucun pays de la sous-région ne peut le contenir. Aucun. Même l'ensemble des pays réunis, il leur sera difficile. Comment vous pouvez comprendre que les djihadistes soient plus armés que l'armée burkinabé, même l'armée malienne? Qui les équipe? C'est la grosse interrogation. Comment est né ce mouvement? Qui a créé cette guerre-là? Là, on va chercher les forces qui soutiennent ces mouvements-là, on les cherche ailleurs. Parce que c'est un mouvement qui a été créé de toutes pièces par les intérêts occidentaux. Là, et je n'informe personne que Sarkozy a organisé cette rencontre en France, soi-disant pour lutter contre, pour dénoncer ou du moins contester le sentiment anti-français pour 30 ans. Alors, je vais parler de Macron, s'il vous plaît. C'est Sarkozy qui a créé la guerre et Macron vient la gérer après Hollande, bien sûr. C'est Sarkozy qui a créé cette guerre en tuant Kadhafi, qui était vraiment un pivot sécuritaire dans la sous-région. Ça, personne ne peut le nier. Mais ce ne sont pas les armes de Kadhafi qui soutiennent ces différents groupes. C'est que les différents groupes sont régulièrement alimentés, équipés par ces intérêts occidentaux. Aujourd'hui, quel pays africain peut fabriquer des armes sophistiquées supérieures aux armes des groupes djihadistes? Aucun pays. Aucun. Si les pays occidentaux décident de mettre fin à cette guerre, elle ne durera pas plus d'une semaine. Ils ont les moyens, ils ont les stratégies, ils savent où se trouvent les djihadistes, ils savent comment les arrêter. Puisque c'est eux qui les équipent, c'est eux qui les organisent, c'est eux qui planifient toutes les attaques. Je me permets de le dire. Alors, vous voulez réagir oui, pourquoi vous savez, c'est vrai, sur la question de l'intégrisme, c'est vraiment une nébuleuse. Moi, je voudrais que nous ayons le courage, au-delà de cette main invisible, oui, invisible, visiblement visible, dont nous parlons, que nous ayons le courage de nous interroger. Nous nous interrogeons sur quoi? Je reviens encore sur la question. C'est facile pour les gens de s'attaquer à nous parce que nous ne disposons pas de pays-État. Le pays, c'est quoi? C'est le territoire.
c'est la population. On a vu le territoire, on a vu la population, on a vu l'histoire commune. L'État, c'est les structures qui organisent ce pays. Et la situation au Burkina Faso nous interpelle. Lorsque nous avons la responsabilité de conduire le destin de notre pays, ou lorsque nous nous octroyons par la force ou par quelque mécanisme que ce soit la possibilité de conduire le destin de notre pays, nous devons être en mesure de mettre en place des dispositifs pour le pays. Lorsque ces dispositifs sont intimement liés à des individus, après ces individus, quelle que soit la bonne volonté des gens, quelle que soit l'urgence, ces dispositifs ne fonctionnent pas trop bien. La dépersonnalisation des structures d'État, c'est la première leçon que les peuples africains doivent retenir aujourd'hui. Que ce soit ceux qui sont en lutte, que ce soit ceux qui sont contestés ou ceux qui les contestent, ça c'est le premier élément. Nous l'avons déjà vu au niveau de l'OUA, avec la question du Sahara occidental, la question de la dépersonnalisation des structures. C'est fondamental. Et je crois que le Burkina Faso, d'une certaine manière, est gravement victime de la situation. Quand vous allez au Mali, ce terrain vaste, il y a des zones, quand vous y pénétrez, vous comprenez que c'est hors la loi là qui font la loi. Et même les gars de MINUSMA, entre guillemets, collaborent avec eux. C'est leur terrain. Mais on se rend compte aujourd'hui que on fait plus de drames au Burkina Faso qu'au Niger. Or, la portion des terres occupées au Niger, elle est visible, elle est connue, elle est grande. Au Burkina Faso, aucune portion n'est occupée. Aucune zone n'est dite zone où il y a conflit. Zone où on suppose que résident des désintégristes. Pourtant, mais les attaques les plus meurtrières. Voilà. Ça doit nous faire réfléchir. La désintégration des structures de l'État n'est pas forcément liée au refus ou non des dirigeants actuels de faire venir, de faire appel à ceux qui étaient là, mais c'est plutôt la faiblesse des structures étatiques qui existaient. Le niveau assez avancé de personnalisation des structures qui existaient. Peut-être quand on le faisait en ce moment-là, on a pensé que c'était la manière qui convenait pour défendre. Mais c'est ça qui fait que lorsqu'on n'est plus là, ça ne répond plus. C'est ça. Et ça doit interpeller le peuple africain, que de Lomé à Ouaga, de Ouaga à Abuja. Parce que nos peuples sont appelés à avancer. Les hommes qui le gouvernent, qu'on le veuille pas, qu'ils le veuillent pas, demain ne seront plus là. Et que d'autres prendront la relève. Alors, on va évoquer le deuxième sujet. Si vous permettez une parenthèse, en réalité, la mesure prise par le Burkina Faso concerne finalement tous les pays. Ça laisse penser à l'idée de service militaire obligatoire pour permettre de cultiver l'esprit de patriotisme, le civisme dans les États. Puisque finalement, ces djihadistes recrutent au sein des jeunes. Si les jeunes sont préparés à défendre, ou du moins savoir que chaque citoyen a l'obligation de protéger sa nation, eh bien, les djihadistes trouveront peu à recruter et en même temps, les jeunes seront déjà préparés psychologiquement pour participer de préparation, on parle également de préparation physique militaire. Donc, bien ça sûr. peut être des terres déjà préparées pour les djihadistes. Pas forcément. Pas forcément. Comme disait Gelson, les djihadistes n'ont pas encore de zone conquise au Burkina Faso. Ils multiplient ces attaques dans l'espoir de pouvoir de se tailler, ne serait-ce progressivement, le territoire au Burkina. Ce qui est déjà réalisé au Mali, ils veulent réussir à avoir des zones conquises au Burkina, ce qui leur est difficile. Alors, quand je parle de terres préparées, je parlais des aptitudes que ces jeunes auront pour pouvoir aller au combat. Les aptitudes physiques ne sont pas, disons, les aptitudes
professionnelles dans le domaine des armes ne sont pas des aptitudes innées. Ça s'apprend. Et c'est ce que les autorités s'engagent à faire à l'endroit des jeunes. Et ils ont précisé, ce sont des jeunes majeurs. Oui. Mais au Togo, quand on lance le recrutement militaire, c'est à partir de 18 ans et plus. Ceux qui veulent, ils se font enrôler s'ils répondent aux conditions. J'allais préciser qu'en réalité, nous avons problème au niveau de la gestion de nos pouvoirs. Nous avons problème au niveau de la conquête du pouvoir. On ne veut pas préserver les acquis. Ce qui est bien, on ne veut pas préserver. Eh bien, nous avons en Afrique la culture de jeter l'eau et le bébé. L'eau du bain et le bébé. Il vaut mieux jeter l'eau qui a servi à laver le bébé et garder le bébé. Parce que c'est de ça que nous avons besoin. Aujourd'hui, les autorités burkinabées ont montré leurs limites, qui n'étaient pas suffisamment préparées pour prendre le pouvoir et préserver la paix au Burkina Faso. Ils ont montré clairement leurs limites. Alors, il est nécessaire de faire appel à toutes les compétences susceptibles de les aider à contenir les attaques djihadistes pour la paix des populations civiles. En tout cas, le nombre de victimes sans cesse croissant vous donne, si je peux le dire ainsi, partiellement raison. On va évoquer le deuxième sujet qui nous intéresse. Le procureur général de la République angolaise a déclaré mercredi au soir qu'Isabel Dos Santos venait d'être mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds durables durant, autant pour moi, son mandat à la tête de la société pétrolière publique Sonangol de juin 2016 à novembre 2017. Une machination politique contre la famille Dos Santos? En matière de gestion de biens publics, de ce qui est code du patrimoine commun, on dit souvent que on voit le vrai visage d'un dirigeant lorsqu'il n'est plus au pouvoir. Lorsque vous n'êtes plus là et que ça marche bien, ça signifie qu'au temps de votre gestion, vous étiez bon. Lorsque vous partez et que ça s'écoule, ça signifie tout simplement que au moment où vous étiez aux affaires, vous avez mal géré. Ce qui se passe aujourd'hui en Angola interpelle la quintessence même de la gestion du pouvoir, pas seulement en Angola, mais en Afrique. Et je peux même établir le lien entre ce qui se passe politiquement au Burkina Faso, la question sécuritaire, et la question financière, la question sécuritaire au Burkina, la question financière en Angola. Je dis, Eduardo Santos, à un moment donné, a décidé de partir. Il a même négocié avec celui qui devrait le remplacer. Et il est parti. Aujourd'hui, il est question de malversation financière pour laquelle sa fille, qui est supposée être une richissime dame, est poursuivie. Si les conditions de cette enquête se révèlent justes, équitables, qu'on aille jusqu'au bout pour le bonheur du peuple angolais. Mais si c'est une traque, parce qu'il y a eu entre-temps, je suppose, des conflits entre l'actuel homme fort et la famille de l'ancien homme fort, ça devient une lutte d'hégémonie au détriment du peuple angolais. Un coup pour l'alternance. Oui, en réalité, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est le vrai visage de l'alternance? Parce que le monsieur qui est aujourd'hui au pouvoir en Angola, même son élection a été contestée. Toute la presse angolaise, toute la presse internationale a estimé qu'à un moment donné, Eduardo Santos a pris le pouvoir comme un bébé, il lui a donné. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que ce successeur choisi peut être dans cette posture? Le successeur choisi s'est-il rendu compte que des gens ont dépouillé à un certain niveau le pays? Nous autres, nous suivons de manière attentive la situation. Et que nous voulons le plus cher, c'est que le processus soit conduit avec beaucoup d'impartialité, avec beaucoup de professionnalisme et que la vérité éclate. Est-ce que c'est parce que cette situation existait que Eduardo Santos a dû choisir lui-même son successeur pour qu'on vienne le couvrir
et que devant le scandale, le successeur brise le pacte, autant d'interrogations auxquelles nous ne pouvons pas trouver de réponse aujourd'hui et maintenant. Mais au fur et à mesure que les faits, que la situation va avancer, on va voir ce qu'on est. Je peux vous dire que lorsqu'il y a eu des ONG qui ont poursuivi la famille Bongo, la famille Guinée-Bissau, le président de Nguema, le fils, en France, personnellement, moi, je n'étais pas partant. Parce que, je dis, si c'est pour la question de droits de l'homme, c'est des situations humaines qui sont générales. Mais quand c'est pour les biens, c'est la terre qui nous lie. Vous ne pouvez que vous prévoir là de quelque chose auquel vous êtes liés. Donc, je n'étais pas d'accord. Mais aujourd'hui, c'est les Angolais, c'est les terres angolais qui estiment avoir été lésés. Tout ce que nous conseillons, c'est de diligenter un processus qui garantit le professionnalisme, les droits de ceux qui sont supposés être des fraudeurs, pour qu'à la fin, on puisse savoir ce qui s'est passé. Parce que nous pouvons nous interroger. Pourquoi Eduardo Santos s'est autant inverti dans le choix de son successeur? Le parti politique, le principal parti politique angolais, par un peu UNITA, avait communiqué largement sur les conditions des élections. Donc aujourd'hui, ce qui se passe nous interpelle. Laissons les populations d'abord, lorsque nous gouvernons, lorsque nous gérons dans l'intérêt de nos populations. Et laissons les populations choisir les hommes et les femmes qui vont les gérer. Pour que demain, des questions de relations humaines n'entrent pas dans les questions de gestion de l'État. Vous pensez à une chasse aux sorcières également en Angola? C'est ce que Isabelle a dit. Isabelle dit que c'est une chasse à la sorcière pour des raisons politiques. On la soupçonne de chercher à affronter peut-être l'actuel président aux prochaines élections. En tout cas, ça a été sa réaction. Dans les principes, Gilson trace bien les règles de jeu, ainsi de suite. Mais dans le cas matériel de l'Angola, le président actuel fut vice-président à Dos Santos. D'ailleurs, au niveau du parti MPLA, c'est le vice-président, puisque Dos Santos a conservé la présidence du parti, même s'il n'est pas au pouvoir. Il a conservé la présidence du parti. Et c'est le parti qui a gagné les élections présidentielles et les élections législatives. Dos Santos, se sentant affaibli par la maladie, a laissé la présidence du pays au vice-président du parti. Là, ça, c'est le jeu normal. Le problème qui se pose, et vous avez bien fait de poser la question, est-ce que l'alternance est contre-productive en Angola? Puisque avant même le départ de Dos Santos, il y a eu des discussions au sein du parti pour que son départ ne crée pas du désordre ou bien des problèmes au sein du parti ou bien au niveau du pouvoir. Et ils étaient tous d'accord que la nomination des généraux relève toujours de Dos Santos, que l'un des fils de Dos Santos gère les fonds, comment ils ont appelé ça en Angola, les financements souverains, les fonds souverains. Et la fille Isabelle gère, elle est, disons, elle patronne tout le secteur pétrolier. Alors, aujourd'hui, quel est le problème entre Isabelle et Lorenzo? C'est un problème. C'est quelque chose qui ne se comprend pas dans la mesure où c'est le même parti. Oui. Ils sont tous des cadres ou des hauts responsables du même parti. Et le président actuel n'est pas indemne de toute la gestion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de 38 ans ou plus du pouvoir, pendant lequel il était un haut cadre de l'armée, un soutien inconditionnel de Dos Santos. Donc, que ce soit des avantages ou les actions sur le terrain, il a été toujours l'homme de main de Dos Santos. Donc ce serait peut-être une farce? Alors,
À la population ou bien Il y a aux deux yeux du monde possibilités. entier? Il y a deux possibilités. Au cours des élections législatives et même présidentielles, on aurait pu remarquer déjà qu'il y a des courants réformistes au sein même du MPLA. Ces courants réformistes cherchent à ce que la gestion, le système de gestion du pays soit revu. La montée de ces courants réformistes peut amener le président actuel à revoir copie du système de gestion traditionnel. Alors, ces courants réformistes ne peuvent pas naturellement être d'accord avec ces empires économiques que la famille Dos Santos s'est bâtie. Mais il revient au président actuel de ne pas laisser l'équipe se disloquer. Parce que quand on appelle pouvoir, ce n'est pas celui qui est au pouvoir qui est le pouvoir. Le pouvoir est ailleurs. Je crains que ce conflit interne au parti MPLA qui rejaillit au niveau de la gestion du pouvoir du pays n'apporte peut-être des difficultés. Je me dis que ces questions pouvaient être gérées en interne au parti entre le président et tous ces grands cadres qui gèrent avec lui ce pouvoir-là, au lieu de laisser le problème éclater. Alors, oui, mais sur la question... quelques secondes avant oui, de lancer la oui. pause. Vous savez, j'étais abattu lorsque la presse internationale faisait part de ces compromis entre Dos Santos et le gouvernement actuel. Ça signifie effectivement qu'il y avait un malaise. Ça signifie effectivement qu'il y avait du mauvais. Quelle est cette manie de dire oui, je laisse le pouvoir, mais ma fille doit être ici, mon fils doit être ici, mais pas même le parti. Oui. Pas même le parti, c'est ma fille qui doit être ici, c'est mon fils qui doit être ici. Je dis, ah non, ça revient au principe que je posais, la question de dépersonnalisation des structures de l'État. C'est ça, et je crois effectivement que les trucs réformistes ont pris de l'avant. Et quel que soit le prix à payer, si c'est ça, il faut y arriver. Alors, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer le Togo précisément, parler d'autres sujets. Et dans la deuxième partie, c'est juste après nous, juste après le journal.